Salut Arnaud, Salut. merci d'avoir accepté mon invitation. Arnaud, tu es critique littéraire à regard, mais aussi, voire surtout, au masque et la plume. Tu as notamment sorti un essai à La Fabrique qui s'appelle Station Goncourt, que je recommande à tout le monde. Si j'ai voulu qu'on discute, c'est parce que il y a eu une polémique, comme la France sait en générer assez souvent, autour de la nomination en tant que parrain du Printemps des Poètes de l'auteur Sylvain Tesson. Le 18 janvier dernier, dans Libération, 1200 poètes, poétesses, auteurs, autrices ont publié une tribune fustigeant ce choix au titre que Sylvain Tesson serait une icône réactionnaire et d'extrême droite. Derrière, immédiatement, et comme tu l'as raconté un matin sur France Culture face à Pascal Bruckner, la machine Bolloré s'est mise en marche et pour défendre Sylvain Tesson, et ils ont fait ce qu'ils ont pu pour le défendre en disant que les signataires de cette tribune étaient des cafards, étaient des nuls, étaient des anonymes et des inconnus, des médiocres. Des Voilà. médiocres. Bon, Aux cheveux graisseux, je crois, ajouter valeur actuelle. voilà. D'accord, on voit le niveau de l'argumentation. Exactement. Ma première question est assez simple. Est-ce que tu trouves que cette tribune dans Libération des 1200 auteurs et autrices, est-ce que tu la trouves légitime? Est-ce qu'il est légitime de remettre en question la nomination d'un auteur considéré comme de droite à la tête du Printemps des Poètes? Légitime, oui, absolument. Enfin, on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Il s'agit de gens qui travaillent dans ce secteur très marginal, qui est la poésie contemporaine, à la fois des éditeurs, effectivement des auteurs. C'est intéressant parce que, contrairement à ce qu'on pense, la poésie contemporaine est très vivace en ce moment. Il y a un véritable bouillonnement. D'ailleurs, la précédente ministre de la Culture, Rama Abdul Malak, avait créé son club de poésie, le Rama Poetry Club, je vais y arriver. Donc c'est intéressant parce qu'elle elle avait senti quelque chose, quoi, alors ça passe aussi par différentes, je veux dire, il y a une fluidité aujourd'hui de la poésie, c'est pas des alexandrins, ça passe par la scène, par le slam, la performance, tout ça d'ailleurs datant, c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça a commencé dans les années 80 où la poésie contemporaine s'est trouvée d'autres médiums, la vidéo, etc., la musique. Donc, enfin, il y a un petit bouillonnement qui se traduit d'ailleurs, y compris dans les chiffres de vente, autour de la poésie contemporaine. Donc, c'est assez intéressant parce que de dire ça, il y a on va citer Rimbaud, hein, comme ça fera chic. Rimbaud qui disait il faut être absolument moderne. C'est intéressant que précisément on ait choisi une figure dont vraiment unanimement on peut dire qu'elle représente la réaction, hein, conservateur. Au moins disons que Sylvain Tesson est un conservateur. C'est la moindre des définitions qu'on puisse donner. Donc il y a un paradoxe finalement. C'est le premier paradoxe, et je crois que c'était légitime, effectivement. Et puis, comment dire, il faut toujours dire ce qu'on a sur le cœur, de faire une tribune, que ces gens fassent une tribune pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette nomination, qui d'ailleurs est plutôt honorifique. À ma connaissance, il n'y a pas de salaire versé à Sylvain Tesson pour parrainer cette opération. Donc oui, c'était légitime. Ce qui était légitime, en revanche, c'est de faire des procès qui ont été immédiatement faits par ce qu'on va appeler ici la sphère Bolloré, hein, avec CNews, et qui a fait monter la mayonnaise. Une tribune comme ça dans Libération, a priori, moi quand je l'ai lu, je me suis dit bon bah vous n'avez pas de chance. Dans 2 heures, on n'en parle plus. C'est ça, c'est terminé, ça n'a aucune importance. Mais non, justement, ils ont pris appui là-dessus
pour incriminer ceux qui ont et qui ils ont été très vite rejoints par le personnel politique, puisque on a eu des tweets de Bruno Le Maire, de Valérie Pécresse, d'Éric Ciotti, De la ministre de la Culture, de Rachida Rachida Dati. Dati et de Jack Lang même, qui a traité les pétitionnaires de crétins. Donc là, on était au sommet. Jack Lang qui a par ailleurs inventé, il n'était plus ministre de la Culture à l'époque, mais qui a inventé cette manifestation qui est le printemps des poètes, qui absorbe au passage un quart des subventions allouées à la poésie chaque année, ce qui est quand même beaucoup. La poésie est un secteur très subventionné. Une étude sociologique a montré que 45% des poètes contemporains étaient par ailleurs enseignants. Donc, et c'est non, enfin, je veux dire, il y a une logique là aussi. Et donc, ils ont été immédiatement agressés, et toujours de la même manière, c'est-à-dire accusés de wokisme, de censure, de soi-disant ministère de la vérité, etc., ou de chasse à l'homme, ce qui, à mon avis, n'était absolument pas l'objet Mais donc, on voit, comment dire, c'est là où l'affaire est intéressante. En soi, c'est une petite affaire. Ce n'est pas une sombre affaire, comme l'a écrit Nicolas Mathieu sur Instagram. C'est au contraire une affaire très éclairante et très lumineuse sur la manière dont la droite, pour ne pas dire l'extrême droite, je me méfie du mot extrême parce qu'on ne sait jamais où ça se termine, les extrémités, mais disons la droite dure, la droite la plus conservatrice, utilise ce genre de tribune pour avancer ses pions et accuser, encore une fois, ceux qui signent de tous les noms, et de tous les mots, et de tous les noms, de les injurier, et de renforcer cette idée qu'il y aurait une volonté hégémonique du côté de la gauche pour éliminer les autres, alors qu'en réalité, le paradoxe, c'est plutôt le contraire. C'est une volonté hégémonique de la droite de s'occuper de la sphère culturelle. Est-ce que dans le champ culturel et tout particulièrement dans le champ littéraire, il y a enfin, tu vois, toi, une bataille gauche-droite. Est-ce qu'il est légitime? Est-ce que c'est une grille de lecture qui est valable? Tu vois, de dire bon bah il y a des écrivains de droite, puis il y a des écrivains de gauche, et puis il est légitime que ben à cet endroit-là, il y a une bataille. Est-ce qu'on peut voir les choses comme ça ou pas du tout? Un auteur n'a pas à être classé sur un échiquier politique. Littérature et politique ont toujours été extrêmement liés en France depuis même, j'allais dire depuis le 19e siècle, mais déjà au 18e siècle, hein, puisque la Révolution française, elle s'est faite à travers des écrits et des écrivains, Diderot, Rousseau, Voltaire, etc. On va pas refaire l'histoire, mais il y a cette liaison-là qui a toujours été très, très importante entre littérature et politique dans l'espace français. Donc voilà, ce qu'on peut noter là dans dans notre affaire de pétition au sujet de Tesson, c'est que la gauche, si on a vu des tweets du personnel politique de droite, en revanche, on n'a vu aucun tweet du personnel politique de gauche pour prendre la défense des pétitionnaires. C'est comme si cette histoire, culturellement, n'existait pas du tout dans l'espace de la gauche politique. C'est intéressant hein, de le noter au passage. Il y a... je pense que j'aurais été pétitionnaire, j'aurais ressenti une grande solitude. J'ajoute évidemment que ceux qui ont signé ont vécu ce que tout le monde vit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire des appels menaçants, les phénomènes des haters, qui fait que certains ont été obligés d'aller au commissariat déposer plainte. Enfin ça devient d'une extrême banalité, mais enfin ça s'est produit sur cette toute petite affaire là encore. Donc ce qui nous manque, ça aussi c'est intéressant à mon avis, hein, c'est que Sylvain Tesson peut être considéré comme un écrivain de droite sans aucun problème. On peut ajouter. Mais est-ce que tu dis il est d'abord écrivain avant d'être un écrivain de droite?
Oui, bien sûr. Moi, bon, c'est pas du tout. Pour être totalement sobre en ce qui concerne Sylvain Tesson et le rôle qu'il peut jouer dans le champ littéraire, d'une manière presque, j'allais dire, scientifique. Qu'est-ce qu'il a fait, Sylvain Tesson, qu'on peut lui accorder légitimement, c'est qu'il a régénéré un genre qui est l'écrit de voyage, hein, l'écrivain voyageur. Il lui a trouvé de nouvelles formules, d'ailleurs qui sont quand même, qui peuvent faire sourire. Hein. Il fait la Russie en sidecar, il fait les côtes celtiques en voilier, il fait les Alpes en ski. Donc il change de moyens de locomotion et d'espace géographique. C'est un peu ça l'idée assez simple de ces petits livres qui sont assortis d'une prose très classique, lui-même se disant anti-moderne. Là, on est dans un registre littéraire qui est connu. Antoine Compagnon a fait le grand livre sur les antimodernes, où d'ailleurs il n'y avait pas forcément que des écrivains de droite, puisqu'il y rangeait par exemple Roland Barthes, ou même Jean Paulhan, qui pour moi est mon idole, mais en plus me semble pas un écrivain de droite, qui a été un très grand résistant, mais qui a fait en sorte que Céline, après-guerre, puisse continuer à être édité chez Gallimard. Oui, les choses sont pas si simples évidemment entre littérature et politique. Donc Sylvain Tesson, pour commencer, avant de dire que c'est une icône réactionnaire, c'est un anti-moderne qui travaille beaucoup l'aphorisme. C'est des petits livres, hein, qui travaillent beaucoup l'aphorisme, passablement nietzschéen de temps en temps. Ça me fascine guère, mais enfin, on peut pas dire ce n'est pas un écrivain. En revanche, une chose qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas un poète. Ce qu'il faut savoir quand même aussi au sujet de cette manifestation, c'est que depuis qu'elle existe, c'est-à-dire depuis maintenant, je crois, 25 ans, ce sont des comédiens et des comédiennes qui ont toujours été choisis pour parrainer cette opération. Alors c'est intéressant que on ait choisi des parrains, des comédiens et des comédiennes. Pourquoi? C'est parce que d'abord ça évite ces querelles de chapelle. Si on avait choisi un écrivain, d'autres écrivains auraient pu dire mais il n'est pas légitime à cette place par rapport au sujet qui est la poésie. Donc ça a évité ce genre de querelle qui vient d'avoir lieu. Et d'autre part, des comédiens et des comédiennes, ça renvoie à une idée assez classique et peut-être un peu dépassée, anachronique, de la poésie comme apprentissage scolaire, mais cela dit, le printemps des poètes c'est une espèce de sensibilisation à la poésie dans l'espace scolaire, et ça renvoie à la récitation. On choisissait des comédiens et des comédiennes, parce que c'est l'idée qu'un poème, ça doit se dire, et non pas se lire, avant tout. Mais tu penses que ça aurait fait moins de bruit si, par exemple, avait été nommé parrain un comédien ou une comédienne de droite, je sais pas, du genre Jean Reno ou Christian Clavier? Oui, je crois, parce que je veux dire l'idée de la politique est moindre dans cet espace-là. Bon, il y aurait eu un problème si on avait choisi Gérard Depardieu, de toute évidence. C'est un Philippe peu Cobert. ou Philippe Cobert. Donc là, il y aurait, mais pour d'autres raisons. Mais ce qui est intéressant, c'est que pourquoi. C'est marrant, tu dis que le monde du cinéma est moins politique que le monde de la littérature. Ah, je crois, oui. Je crois. Pourquoi? On le voit pas. Encore une fois, parce que c'est assez. Il y a une tradition française qui est réelle, où la politique et la littérature sont proches. Lorsque les présidents de la République font leurs photos officielles, ils n'ont pas un DVD de Jean-Luc Godard entre les mains. Ils ont les essais de Montaigne ou pour Macron, Camus entre les mains. Donc ils ont toujours des livres. Il y a cet espace livresque qui est très très important dans la légitimation même du politique. Donc non, ça serait pas passé. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi à ce moment-là, dans un moment quand même très précis de notre histoire, à un moment où vient d'être votée, enfin, la loi immigration, avec pour la première fois la préférence nationale
qui d'ailleurs n'est pas constitutionnel comme chacun le sait, mais enfin bon. Donc c'est ce moment-là où on voit une espèce de banalisation de l'extrême droite, comme tout le monde le dit, y compris les plus modérés, commencent à s'apercevoir qu'il y a une banalisation des idées d'extrême droite dans l'espace médiatique public. Pourquoi à ce moment-là on choisit Sylvain Tesson? Donc légitime de se poser la question, sans être complotiste, dire est-ce que c'est un coup politique, comme Macron lorsqu'il choisit Rachida Dati? Tout le monde tout le monde comprend que c'est un coup politique qu'il est en train de faire, une prise de guerre, comme on dit. Donc, est-ce que le Printemps des poètes, et donc celle qui l'organise, qui s'appelle Sophie Nolot, est-ce qu'elle a voulu faire un coup politique en nommant Sylvain Tesson? Voilà, c'est légitime, et je pense que ceux qui ont signé cette pétition se posent eux-mêmes la question. La seule, d'ailleurs, personne qui n'est toujours pas parlé dans cette affaire, c'est Sophie Nolot, qui ne sait pas expliquer pourquoi, comme si ça tombait tout le sens de choisir Sylvain Tesson. Par exemple, si elle avait choisi un autre écrivain, mettons un écrivain qui n'est pas un écrivain, à ma connaissance, vraiment de gauche, David Fuenquinos, mais qui est un écrivain populaire aussi, qui vend beaucoup. Les deux meilleures ventes en ce moment, c'est le roman de David Fuenquinos et le livre de Sylvain Tesson. Si elle avait choisi David Fuenquinos, je pense que la pétition n'aurait pas fonctionné. Il y aurait personne. Tout le monde aurait dit c'est pas un très bon choix, il est quand même un écrivain assez médiocre. Là, c'est quand même, on parle avec Sylvain Tesson, d'un écrivain qui, dans ses livres, a des positions plus que réactionnaires, parfois islamophobes, qui défend les valeurs chrétiennes, etc., etc. Mais là, tu poses une question sur la directrice du Printemps des poètes, mais quelle conclusion tu en tires? C'est-à-dire que, en gros, elle essaierait de faire de la poésie un espace qui soit aussi propice à la diffusion de messages d'extrême droite, parce que pour le coup, si dans le champ littéraire on peut trouver des écrivains de droite, voire d'extrême droite qui vendent des livres, comme par exemple Sylvain Tesson, dans le monde de la poésie, est-ce que on retrouve aussi de la poésie qu'on pourrait qualifier de poésie d'extrême droite, ou tu vois, enfin des vers ou de la poésie, des poésies qui voilà, traitent un peu des mêmes sujets dont parfois traite Sylvain Tesson? Pas à ma connaissance, pas à ma connaissance, mais j'ai un copain qui ce matin m'a envoyé une chanson d'un type que je ne connaissais pas, qui m'a dit écoute, c'est intéressant parce que c'est une chanson pop. On pourrait dire que ça ressemble à du Étienne Dao, par exemple, bon, un peu plus bricolé, mais ça s'appelle Je ne suis pas woke, et les paroles sont totalement réactionnaires. Où il parle de la France éternelle, mais sur encore une mélodie pop qui pourrait être. Donc il y a c'est assez drôle parce que je l'ai reçu aussi hier tu l'as soir. reçu, donc tu vois de quoi je parle. Donc c'est assez fascinant. J'écoutais ça d'une manière. Vraiment, je me disais, c'est incroyable. C'est-à-dire que l'extrême droite cherche à vraiment devenir hégémonique dans la culture, y compris dans les domaines, la pop, où elle était absolument. Il y a eu autrefois, je me souviens très bien, il y avait des groupes skin, au moment des Berruriers Noirs par exemple, il y avait des groupes skin qui avaient des positions très radicales à droite, racistes, etc. On voit ça, tout le mouvement punk a été traversé par ces idées, et on voit ça dans un film sur les Clash où ils ont un groupie, un fan qui est complètement d'extrême droite, un skinhead. Donc, mais ça avait totalement disparu. Je crois pas, à ma connaissance, qu'il y ait des poètes d'extrême droite, mais on a vécu quelques polémiques. Richard Millet a été écarté des éditions Gallimard du fait de ses écrits. Voilà, donc on n'en est pas à nos premières polémiques en ce qui concerne la littérature générale. J'ai une dernière question, Arnaud.
la culture, je vais pas dire a longtemps été, mais en tout cas ces Ouais, derniers temps, ouais. on va dire depuis les années 80, c'est un peu un précaré de la gauche, où la gauche avait une certaine hégémonie, qui parfois elle pouvait être contestée, mais quand même elle avait une certaine hégémonie. Est-ce que là, ce qu'on voit avec la nomination de Sylvain Tesson, est-ce que la droite essaye pas de challenger cette hégémonie culturelle, enfin cette hégémonie de la gauche dans le secteur de la culture. Et d'après toi, quelles sont ses chances en fait d'y arriver? Ben, ces chances, elles commencent à devenir assez grandes. D'abord parce que il leur fallait un pouvoir médiatique qu'ils sont en train d'acquérir grâce à la puissance du groupe Bolloré, notamment. Donc ça aide évidemment pour appuyer leur propre production culturelle. Cette chanson dont on parle, peut-être qu'il y aura un article dans le JDD dimanche pour nous dire que c'est le plus Fantastique. grand, ouais, fantastique et le nouveau chanteur à la mode. Donc pour ça, donc il faut des médias et désormais ils les ont. Donc Il faut des créateurs aussi, hein, et des créatrices, si je puis me permettre. C'est-à-dire que oui, c'est sympa en fait d'avoir des relais, mais il ouais, faut aussi avoir, je déteste ce mot, des talents. Enfin, tu peux pas c'est vrai. vendre à des millions d'exemplaires un bouquin de C'est merde. vrai, mais par exemple, c'est intéressant de regarder la trajectoire de quelqu'un comme Gaspard Proust. Moi, j'ai vu débuter et qu'on prenait pour une espèce de nouveau Pierre Desproges, avec quelque chose d'assez grinçant. Pierre Desproges, qui d'ailleurs, dans mon souvenir, n'était pas particulièrement à gauche, hein. Je ne crois pas. Mais là, il s'est complètement déporté pour inventer une sorte d'humour d'extrême droite. Alors, c'est pas Dieudonné, hein, mais voilà, il y a comme ça une manière d'inventer, oui, effectivement, avec moi je sais pas si Gaspard Proust a du talent, mais enfin quand même un peu, en tout cas. Donc il y a quelque chose là qui est en train de d'évoluer, de se transformer. Euh, le problème dans l'affaire Tesson, je crois qu'il n'est pas vraiment là, il est dans la verticalité. C'est-à-dire qu'on a une décision verticale qui tombe, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. C'est Sylvain Tesson, encore une fois, contre ce qui s'est toujours fait auparavant, depuis des années. On choisit un écrivain et il se trouve que c'est un écrivain réactionnaire. Pourquoi? Donc c'est cette verticalité qui n'est jamais interrogée. Ce qui manque de plus en plus, et ça, et Et là, opacité. Verticalité et opacité. exactement. Et donc, euh, euh, là, le véritable combat de la droite, il est peut-être là. C'est-à-dire en finir avec des décisions démocratiques. Hmm. Arriver à une forme d'autoritarisme, on vous dit, c'est Sylvain Tesson, et là, vous vous mettez au garde à vous comme des gamins au CNU, quoi. Hmm. Vous discutez pas. Hein, si vous discutez, là, si vous jouez les fortes têtes, vous allez voir ce qui va vous arriver. Hein. On va vous traiter de tous les noms et ça va vite être réglé. Donc c'est cette forme d'autoritarisme qui est le plus déplaisant dans cette affaire et qui n'est jamais vraiment interrogé. On dit ah bah oui, mais alors ouais, Sylvain Tesson, ceci, cela, bon écrivain, mauvais écrivain, écrivain de droite, d'extrême droite, etc. Non, mais surtout là, qui décide et pourquoi et comment? Donc plus de démocratie, il faudrait plus de démocratie dans le printemps des poètes, mais globalement, je Eh pense à ben, tous les étages de la société et on s'en porterait que mieux. ben, exactement, là, on voit bien le déficit démocratique, c'est ça qui est la force de la droite. Hmm. Je ne crois pas que la droite, en tout cas l'extrême droite, soit un vecteur démocratique. Hmm. C'est clair, je veux dire, ce n'est pas sa théorie politique. Elle n'est pas dans l'horizontalité. Elle ne rêve au contraire que d'autoritarisme et de verticalité. Donc, et d'ordre. Hmm. Donc voilà où est le cœur de la querelle. Non pas sur le nom de Sylvain Tesson, mais sur cette idée qu'il y a une imposition contre laquelle on ne pourrait même pas écrire légitimement une tribune. Merci beaucoup Arnaud. Merci.